Bonjour, il est 11h31 précisément. Merci de nous rejoindre dans ce nouveau numéro de La Voix est libre. Un numéro un petit peu inhabituel. Pas un, mais deux invités ce samedi pour un face-à-face à 8 jours maintenant du second tour de l'élection présidentielle. À mes côtés pour animer ce débat, Christine Voisin. Bonjour Christine. Bonjour. Alors dans 8 jours, les Français choisiront soit François Hollande, soit Nicolas Sarkozy comme président de la République pour les 5 prochaines années. 2 électeurs sur 10 se disent encore indécis, disent qu'ils peuvent encore changer d'avis. Alors c'est peut-être votre cas ce matin devant votre télévision. Eh bien nos invités vont avoir 40 minutes pour vous convaincre. Je les invite à venir nous rejoindre. Bonjour messieurs, installez-vous. Stéphane Le Foll, bonjour. Vous êtes socialiste, vous êtes sartois, eurodéputé, proche de François Hollande. Vous avez été son directeur de cabinet quand il était premier secrétaire, rue de Solferino, un fidèle, comme on dit. Vous étiez à ses côtés même quand ça allait beaucoup moins bien. On se souvient, c'était notamment le cas après le congrès de Reims. À ma droite, Bruno Retailleau. Bonjour, Xavier Roland. Bonjour Bruno Retailleau, UMP, président du Conseil général de Vendée, sénateur. UMP depuis assez peu de temps. Votre famille politique, on le sait, c'était plutôt le MPF de Philippe de Villiers. Et vous faites partie de ces parlementaires que Nicolas Sarkozy a régulièrement consultés ces derniers temps, justement dans le cadre de sa préparation à la campagne présidentielle. Bonjour. Bonjour. Alors, les règles du jeu, des chronomètres derrière vous. Votre temps de parole sera calculé au fur et à mesure. L'objectif est qu'à terme de l'émission, l'égalité soit parfaite entre vous. Et on a également tiré au sort pour savoir qui allait débuter ce débat. C'est vous, Bruno Retailleau. On va lancer la première rubrique. On va commencer avec le pouvoir d'achat. Et Christine, qui dit pouvoir d'achat, dit emploi, chômage. On dit emploi, chômage, un taux de chômage qui est de l'ordre de 10% aujourd'hui. Ces 5 dernières années, il a augmenté de 30%, un chiffre très important. Il touche, on le sait, prioritairement les jeunes et les seniors. Alors Bruno Retailleau, puisque c'est vous l'heureux élu pour commencer ce débat. Bonjour d'abord à Stéphane Le Foll. Bonjour à vous aussi. Est-ce qu'il faut réformer le système d'indemnisation du chômage? En tout cas, ce que dit Nicolas Sarkozy, il faut obliger les chômeurs à accepter un travail. Est-ce que c'est comme ça qu'on lutte contre le chômage et qu'on donne de l'emploi? On lutte contre le chômage de différentes façons. Ce que je voudrais d'abord dire, puisque vous avez cité un chiffre qui est un chiffre un petit peu biaisé de 30%, c'est plutôt plus près de 20%. Ce que je voudrais dire, c'est que le chômage, certes, a augmenté. Il a trop augmenté en France. La moyenne européenne, c'est près de 50%. Il a doublé en Espagne, il a doublé aux États-Unis. Comment lutte-t-on pour le chômage? De différentes façons. D'abord, bien sûr, en revoyant les règles, notamment de notre système. On a un système qui est un bon système, qui indemnise, mais en même temps, il faut... Qui indemnise trop ? Non, qui indemnise justement. Mais il faut rééquilibrer les droits et les devoirs. Et je crois que la proposition de Nicolas Sarkozy de demander aux chômeurs, en contrepartie d'indemnisation, une formation, c'est capital. Pourquoi? Simplement, 10% des chômeurs bénéficient de la formation professionnelle. Or, on sait bien que les 3/4 des chômeurs qui retrouvent un métier retrouvent un autre métier que celui qu'ils ont quitté. Donc, c'est important de les former. Je crois que ça, c'est capital. Mais il y a déjà beaucoup d'argent dans la formation professionnelle. Vous avez raison, plus de 30 milliards. Et sur ces 30 milliards, un peu plus de 3 milliards bénéficient aux chômeurs. C'est beaucoup trop. Et puis surtout, à long terme, on aide les chômeurs et on réduit le chômage par la croissance. Et ça, je pense que c'est fondamental. Ça doit, je pense, être l'objet aussi de ce débat. Et la croissance, c'est la compétitivité. C'est aussi le désendettement. Parce qu'on est arrivé à un moment où la dette est en train d'asphyxier notre croissance. Alors juste sur le chômage, des nouveaux droits et des nouveaux devoirs? Non, je crois qu'il faut faire le constat, vous l'avez fait, le chômage ne cesse d'augmenter. Et même si Nicolas Sarkozy avait dit que la bonne nouvelle, c'était qu'il augmentait moins vite au fur et à mesure, il augmente. Et on a atteint un niveau qui n'est pas acceptable. Il faut des politiques actives sur les questions de l'emploi. Et il faudra les faire et les mettre en œuvre tout de suite. La France a fait un choix différent de celui de l'Allemagne. Par exemple, pendant cette crise, avec le choix qu'a fait l'Allemagne de mettre 6 milliards d'euros sur le chômage partiel pour indemniser les entreprises et éviter qu'on ait des licenciements. On sait que beaucoup de licenciements sont déjà annoncés. Et Nicolas Sarkozy et l'UMP ont fait le choix, au contraire, de subventionner à hauteur de 3 à 4 milliards d'euros tous les ans des heures supplémentaires. Voilà ce qu'il faut changer. Il faut, parce que c'est la situation que nous connaissons, parce qu'il y a le chômage, parce qu'il y a la crise, il faut avoir, au contraire, une politique offensive en termes d'emploi, à la fois pour les jeunes,
c'est les emplois d'avenir, et surtout dans l'entreprise, avec ce qu'a proposé François Hollande, le contrat de génération, qui doit permettre d'exonérer de cotisations sociales l'entreprise qui embauche un jeune et qui maintient un senior en activité, puisque vous le savez, la France a cette caractéristique que les jeunes et les seniors sont ceux qui connaissent le taux de chômage le plus élevé. Alors, effet d'aubaine, disent certains économistes. Sur, Certains économistes, mais d'autres disent qu'au contraire, il faut une politique très active sur la question de l'emploi. Puis, il y a les choix de long terme, c'est l'investissement, c'est le pacte productif, c'est le soutien aux PME, PMI, c'est le soutien à l'activité, à l'industrie, bien sûr, qui doit nous permettre de sortir de la situation dans laquelle nous sommes. Pour répondre à Stéphane Le Foll, le chômage partiel, est-ce qu'il faut en faire davantage? Faut, arrêter les heures supplémentaires. Je suis bien placé pour le savoir parce que pendant la crise, beaucoup d'entreprises Vendée ont bénéficié d'aide de l'État pour le chômage technique, tout simplement parce qu'il faut tout faire pour qu'on évite les cessations d'activité. Donc faux, c'est une mesure qui a été mise en place, je peux en donner des preuves. Surtout pour les jeunes, moi je ne crois pas aux emplois d'avenir. Ce sont plutôt des emplois sans avenir. Cette formule est une vieille formule qui a été essayée sous les années Jospin et on a vu que ça ne crée... Voilà, on les appelait les emplois jeunes. En revanche, généraliser, en tout cas, essayer de porter un très haut niveau l'apprentissage, c'est fondamental. Vous parliez de l'Allemagne et vous avez raison, Stéphane Le Foll. En Allemagne, il y a 3 fois moins de jeunes qui sont chômeurs parce qu'il y a 3 fois plus d'apprentis. En France, un apprenti a 2 fois plus de chances qu'un celui qui n'est pas apprenti vis-à-vis du chômage. Et donc, il faut tirer ces leçons. Et je pense que ce sont en même temps le fruit de l'expérience qu'il faut essayer d'implémenter en France. Alors, il y avait un chiffre aussi chez les jeunes. 3 ans après la sortie de leur formation, chez les jeunes de moins de 25 ans, un garçon sur 2 vit toujours chez ses parents parce qu'il n'a pas les moyens. Il y a un vrai problème sur la question du logement. On sait, par exemple, il y a des études qui ont été faites, et j'ai rencontré un syndicaliste qui m'a précisé les choses, qu'en 4 ans, 500 000 emplois qui auraient pu être trouvés par des jeunes ne l'ont pas été à cause du fait que ces jeunes n'avaient pas les capacités de trouver un logement pour pouvoir être embauchés. Donc la question du logement, un toit, un emploi, est une question essentielle. Et là, il faut aussi qu'il y ait une politique qui soit beaucoup plus offensive. C'est ce qu'a dit François Hollande lors de sa conférence de presse. Dès le mois de mai, il faudra qu'on ait une relance sur la construction de logements qui a comme pour effet d'abord premier de soutenir l'activité d'une industrie majeure qui est celle du bâtiment, d'offrir des possibilités pour les jeunes et de permettre donc à la fois de solutionner le problème que vous évoquiez et en même temps de créer tout de suite de l'activité parce qu'on a besoin de faire le choix de la croissance et de l'activité pour pouvoir relancer. Alors les emplois d'avenir, les emplois jeunes, le constat qui a été fait, c'est que ça a été quand même le moyen pour beaucoup de jeunes de rentrer dans la vie active. Et c'est bien pourquoi François Hollande... C'est du petit boulot et du petit salaire. C'est pas du petit boulot et du petit salaire. La plupart d'ailleurs des emplois jeunes, et c'est là le problème, ont été faits par les grandes collectivités locales. Et une partie de ces emplois... De l'emploi public, disait voilà. Et oui, mais une partie de ces emplois ont permis à des jeunes de trouver un emploi, mais souvent c'était des jeunes diplômés. Là, on va cibler, c'est ce qu'a dit François Hollande, 150 000 emplois d'avenir dans les quartiers les plus difficiles pour les jeunes qui ont besoin de rentrer dans la vie active, d'avoir une expérience. Parce que le vrai problème aussi en France, c'est qu'au-delà de la question de l'apprentissage, qui est quelque chose qui est pour les générations qui vont venir, il faut qu'on donne à des jeunes aujourd'hui la capacité d'acquérir une expérience. C'est aussi pour ça que les emplois d'avenir sont faits. Alors on a parlé des jeunes, on va parler aussi des seniors, les retraites. Faut-il revenir à la retraite à 60 ans? Oui, non. Si oui, de quelle façon et pour qui? Bruno Retailleau. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Personne, vous l'avez observé, quel grand pays occidental est en train d'abaisser et de moduler à la baisse le départ à la retraite? Bien sûr que non. Nicolas Sarkozy a sauvé les retraites, il a préservé les pensions, je pense qu'il faut le réaffirmer. Il faut dire que lorsque cette réforme va prendre ses pleins effets en 2017, c'est 24 milliards qui auront été économisés. Non, moi je ne comprends pas que François Hollande veuille revenir en arrière. Les partenaires européens ne le font pas. Au contraire, l'Allemagne, c'est 67 ans. Ensuite, c'est la crise, y compris des dettes publiques, des dettes souveraines, et en même temps, l'espérance de vie ne cesse d'augmenter. Donc on voit bien qu'il faut articuler l'espérance de vie, on vit de plus en plus longtemps à la retraite, et en même temps la période de cotisation. Il ne faut pas être sorti de l'ENA ou de Saint-Cyr pour pouvoir toucher de cette réalité. Je crois que c'est le bon sens, simplement. Alors, crise, espérance de vie qui augmente, est-ce que c'est... modèle des autres en Europe. Et la France cumule... L'Allemagne tout à l'heure, c'est 67 ans l'âge de la retraite. Oui, mais combien de durée de cotisation?
demandé 35 ans. Nous, on cumule en France et la durée de cotisation, l'allongement de la durée de cotisation et le report de l'âge légal de départ à la retraite. Quel est le problème qui est posé? C'est un problème de justice. Ceux qui ont commencé tôt à travailler et qui ont leur durée de cotisation, 41, 42 ans, ne peuvent plus partir à 60 ans, ils doivent attendre 62 ans. Donc ce sont des salariés qui vont cotiser non pas 41, non pas 42, mais 43, 44, 45 ans. Et ça, c'est un problème qu'il faut régler. On ne peut pas cumuler et l'allongement de la durée de cotisation et le report de la durée légale. On a les moyens aujourd'hui Et financièrement. cette proposition de justice est financée avec une augmentation de 0,1% de la CSG sur les 5 ans. On a parfaitement bien compris que tout ce qui touche à l'équilibre financier du système de répartition est essentiel et il faudra qu'on renégocie les grandes règles du système de retraite, en particulier sur la pénibilité du travail qui n'a pas été prise en compte, pour faire en sorte que notre système garde l'équilibre financier nécessaire à long terme et en même temps que ça soit un système qui soit juste. Il n'y a pas de raison de pénaliser ceux qui ont commencé très tôt à travailler en faisant reporter l'âge légal de départ à la retraite quand ils ont pourtant la durée de cotisation nécessaire. On n'a plus les moyens de la justice, Bruno Retailleau. Moi, je pense qu'il y a une vraie différence et heureusement que nous avons des différences l'un avec l'autre. Elles sont sûres. C'est clair. Vous disiez tout à l'heure les PME. Les PME, notre région en a plein. C'est notre force. Eh bien, je pense que la question des retraites, la question du chômage, la question de la croissance, c'est la compétitivité. Qu'est-ce que vous voulez faire en matière de compétitivité? Vous voulez augmenter la cotisation. Les cotisations pour un couple qui gagne chacun 1 500 €, ça veut dire 250 € par an en moins. Ça n'est pas comme cela que vous allez, je pense, tirer vers le haut. Vous allez tirer vers le bas la compétitivité. Et en plus, vous voulez créer un impôt sur l'investissement. Donc je crois que, là encore, Nicolas Sarkozy fait des propositions. C'est l'effort, parce qu'on est dans une crise qui est une crise la plus dure que la France ait connue depuis 1929. Et donc, ça n'est pas par la facilité, mais par l'effort, par le travail, que nous pourrons relever le pays. Bruno Retailleau, vous avez 30 secondes de retard sur votre temps de parole. On va parler d'un... Alors ça peut paraître anecdotique, mais ça ne l'est évidemment pas, parce qu'on parle de pouvoir d'achat, et là ça touche le portefeuille des Français. L'essence, le prix de l'essence qui n'arrête pas d'augmenter. Et on sait que les catégories les plus modestes sont obligées d'aller habiter parfois en deuxième, voire en troisième couronne, et évidemment sont des consommateurs d'essence pour venir travailler. Qu'est-ce qu'on fait pour que l'essence ne continue pas de flamber? Bruno Retailleau. Est-ce qu'on bloque le prix de l'essence, comme le dit François Hollande? Oui, je crois que François Hollande propose le blocage, et puis pendant 3 mois, je crois, et puis la TIPP flottante. Je pense que ça ne peut pas être de bonne solution, tout simplement parce qu'il ne faut pas faire croire aux Français que le prix de l'essence, on peut le bloquer. Ce n'est pas un bon signal. Pourquoi ce n'est pas un bon signal? Parce qu'on ne produit pas tout simplement de pétrole en France et qu'au niveau mondial, il y a de moins en moins de pétrole et qu'il y a de plus en plus de consommateurs de pétrole avec la Chine et tous ces grands continents qui sont en train d'émerger. Donc, comment on fait pour aider les classes populaires alors qui ont besoin d'essence et de voitures? Bloquer, ça ne marchera pas. La TIPP flottante, on l'a vu dans les années Jospin, c'était quoi, 2 ou 3 centimes. Ce que l'on fait, c'est qu'on réduit la dépendance par rapport au pétrole. On l'a réduit comment? Avec le système bonus-malus pour renouveler le parc automobile, pour qu'on ait des moteurs moins consommateurs en essence ou en diesel. Comment on fait? Eh bien, en même temps, on essaie de se tourner, en tout cas de ne pas sacrifier, par exemple, le nucléaire. Le nucléaire, ça permet de baisser la dépendance par rapport au pétrole. La fermeture des 24 réacteurs, je pense que, et j'espère que vous ne le ferez pas si jamais, et si par malheur vous étiez au pouvoir à partir de dimanche en 8, parce que le nucléaire, regardons là encore les voisins. En Allemagne, un particulier paye 2 fois plus cher son électricité. L'entreprise paye 50% plus cher. Donc si je pense que, là encore, on veut prendre les choses de la bonne façon, il ne faut pas essayer de mettre un voile sur la réalité, il faut l'affronter courageusement, dire aux Français que le prix de l'essence, c'est inéluctable, malheureusement, va continuer à augmenter, il faut se tourner vers un autre modèle. Alors, 2 points préalables. Premier, effectivement, il y a une vraie divergence de fond entre ce que dit M. Retailleau et ce que propose Nicolas Sarkozy et ce que propose François Hollande. Vous êtes sur une logique de prélèvement sur la consommation et sur les consommateurs. Vous avez d'ailleurs proposé et voté vous-même une loi pour augmenter la TVA. Donc ce que vous faites, c'est que vous allez faire l'effort aux consommateurs d'une manière indifférenciée. Les couches populaires, les couches moyennes supérieures, paieront plus que les couches les plus aisées. C'est le cas si on augmente, comme vous le voulez, la TVA dès le mois d'octobre. Nous faisons
un choix inverse. Nous revenons à un effort partagé, mais à un effort qui soit progressif en fonction des revenus de chacun. Plus on a de revenus, plus l'effort qui va être demandé Mais je l'ai sera l'essence important. 3 mois. Hein, et puis j'en arrive donc toujours la même Au bout de logique. 3 mois, il se passe quoi? L'essence augmente à nouveau? Au bout de la même logique, toujours la même logique. Sur l'essence, M. Retailleau a été clair. Ce n'est pas le problème du prix de l'essence qui compte, donc du pouvoir d'achat des salariés ou des gens modestes qui compte. C'est le fait qu'il faut envoyer un signal. Ce signal est très simple, on bloque. Et après, on met ce qu'on appelle la TIPP flottante. Qu'est-ce que c'est? Sur les produits Voilà, pétroliers. c'est pas l'idée qu'on va changer le cours du pétrole au niveau mondial. C'est l'idée que plus le prix augmente, moins on peut accepter que l'État, en proportion, gagne plus de taxes sur l'augmentation du prix du pétrole. Et donc, pénalise, du coup, plus les consommateurs. C'est tout simplement ça. C'est de se dire qu'il y a un moment, il faut que l'État aussi arrête de gagner au travers de la TVA qui est payée. C'est moins d'argent pour l'État, mais quand vous êtes arrivé au niveau où vous êtes arrivé, c'est pour ça que François Hollande a fait ce choix, de dire on stoppe, et c'est un niveau très élevé, et on ne peut pas continuer à gagner des recettes sur un niveau de prix de l'essence qui pénalise de manière extrêmement lourde les plus modestes. C'est ça le choix qui a été fait. Mais vous voyez bien la différence est là. Consommation et impôt progressif. C'est 2 ou 3 centimes en moins. Qu'est-ce que vous voulez allez donc dire aux gens aujourd'hui que 2-3 centimes en plus, c'est encore mieux. Ah oui, et en même temps, moins, les régions françaises, la plupart socialistes, augmentent la TIPP au taquet, vous le savez. Non, je crois qu'il faut là encore tenir un message et un discours de responsabilité, et ça, je pense, y compris sur la TVA anti-délocalisation. Qu'est-ce que propose Nicolas Sarkozy? De baisser les charges patronales et les charges sociales, notamment avec la réforme de la prime pour l'emploi. Et ça, c'est 840 € net pour des millions de travailleurs. C'est du pouvoir d'achat. Et en même temps, vous savez très bien que le problème français, c'est qu'on a un coût du travail qui est excessif. Vous êtes député européen, Eurostat vient de sortir les dernières statistiques. Le coût du travail en France a augmenté à un rythme 2 fois supérieur à celui d'Allemagne. C'est 7 € le coût d'une heure de travail en France. Il faut que les téléspectateurs le sachent. C'est 7 € de plus en France que la moyenne de la zone euro. Donc il faut baisser les charges, il faut baisser le coût du travail si on veut redevenir compétitif. C'est fondamental. Il n'y a que comme cela qu'on va pouvoir y arriver. Et l'exemple du Danemark et l'exemple de l'Allemagne, de la TVA anti-délocalisation, a montré que pour autant, ça n'augmentait pas les prix. C'est très important. Juste une réponse. Rapidement. Le coût du travail dans l'industrie manufacturière entre l'Allemagne et la France, c'est 33 € pour la France, 34 pour l'Allemagne. Le problème de l'Allemagne aujourd'hui, c'est qu'elle n'a pas de salaire minimum dans tout un tas de branches, puisque ce sont les branches qui négocient le salaire minimum. Je prends l'agroalimentaire qui nous concerne, et j'ai bien regardé tout ça à l'échelle européenne. Il n'y a aucune négociation collective dans l'agroalimentaire, ce qui fait qu'on a réduit le coût du travail en Allemagne à 4-5 €, ce qui est complètement inacceptable. Donc le débat, c'est pas réduire notre coût du travail à nous, c'est de dire aux Allemands, vous pouvez pas continuer à jouer la compétitivité comme vous le faites sur le coût du travail, parce que vous n'avez pas de règles sociales, qui sont les règles minimum qu'on doit avoir en Europe, et en particulier celles d'un salaire minimum. Donc le débat qui s'engage en Allemagne sur le salaire minimum, avec le SPD qui a fait le choix du salaire minimum, est la meilleure réponse sur le coût du travail. Mais pas global. L'Allemagne, la France, je vous le dis, dans l'industrie manufacturière, nous sommes inférieurs en coût du travail par rapport à l'Allemagne. Par contre, globalement, à cause du fait qu'il n'y a pas de salaire minimum dans beaucoup de branches, nous devenons effectivement moins compétitifs. C'est ça qu'il faut changer. Excusez-moi, l'Allemagne à convaincre. Hein. Il y a pratiquement l'essentiel des pays européens, y compris sur l'agroalimentaire, le Canada, etc. Ça sera. Le Canada n'est pas dans l'Europe. Ah non, mais la plupart des pays européens, pratiquement tous, vous le savez, ont un coût inférieur. Les choses évoluent au niveau européen, je peux vous dire. Vous ne pourrez pas le changer de cette façon-là. Alors, on parle d'argent, on va parler de dette publique, de finances publiques. C'est la deuxième thématique du débat. Alors, on a déjà un petit peu, Christine, entamé le débat, hein, mais la fiscalité en France. On voit bien qu'il y a deux options différentes. Hein. On augmente les impôts pour les plus riches ou on n'augmente pas. Bruno Retailleau, Nicolas Sarkozy dit clairement on n'augmente pas. Non, il a augmenté d'ailleurs pendant son mandat des impôts. Par exemple, M. Fabius avait baissé la fiscalité sur les stock options durant les années Jospin. On les a augmentés. Nous avons porté la fiscalité à 71% sur les dividendes, ce qui fait qu'aujourd'hui, en France, on a une fiscalité sur le patrimoine qui est de 35%, qui est plus élevée que la moyenne, encore une fois, européenne. Donc ce sont des clichés. Qui a augmenté de 25%
l'allocation, le minimum vieillesse ou l'allocation pour les handicapés, si ce n'est François Fillon avec Nicolas Sarkozy. Donc il faut un effort qui soit un effort juste, également réparti. Mais on a aujourd'hui un problème. Et aujourd'hui, il est juste l'effort selon vous ? L'effort doit être porté, comment dirais-je, à proportion de la capacité contributive de chacun. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Mais en même temps, ce que je veux dire, c'est que le problème de la dette, puisque c'est de cela dont il est question, est un problème absolument fondamental. Si on ne le résout pas, il n'y aura pas de croissance. De la fiscalité des foyers français. Alors, posez-moi les questions. Le bouclier fiscal, c'était une bonne idée? C'était une mauvaise idée? Je pense qu'avant la crise, c'était une bonne idée. Voilà, les Allemands l'avaient fait d'ailleurs, et dire que voilà, on peut pas en France, on peut pas travailler plus de 6 mois de l'année pour l'État. Au bout du 6e mois, on travaille pour sa famille. C'est pas forcément une idée à rejeter. Il y a eu la crise, on a réformé donc le bouclier fiscal. Voilà. Il y a des gens qui se sont aussi enrichis pendant la crise. Mais écoutez, moi, je ne supporte pas cette idée. D'ailleurs, la fameuse proposition de 75% sur la fiscalité. On est en train, en France, de vouloir culpabiliser ceux qui réussissent. Ça n'est pas, je l'avais dit ici d'ailleurs, en appauvrissant les riches qu'on va enrichir les pauvres. Il faut que les efforts soient justes. Regardez, fiscalité à 75%. M. Hollande dit ça ne rapportera rien. Donc c'est du cynisme. C'est du cynisme. Donc je crois pour les gens qui encore, déclarent 1 million d'euros d'impôt. Nicolas Sarkozy, nous avons fait le choix d'une répartition, d'un effort, notamment pour la dette, qui soit d'un tiers sur les recettes, la fiscalité, et de 2 tiers sur les économies. C'est ça qui est important. La fiscalité, oui, mais d'abord les économies. Et c'est la faiblesse, d'ailleurs, du programme et des propositions de François Hollande, c'est qu'on nous promet d'abord des impôts, mais on ne sait pas où on va faire les économies. Alors 75% cynisme ou symbole? Non, mais c'est très symbolique, en tout cas comme discussion et comme manière de voir les choses. D'abord, culpabiliser soi-disant ceux qui gagneraient de l'argent. Moi, je note quand même qu'à droite, depuis des années, on culpabilise soi-disant ceux qui sont assistés. C'est-à-dire qu'on culpabilise les plus pauvres. Et que quand il y avait le bouclier fiscal, en gros, les gens riches étaient victimes du système et les pauvres étaient des profiteurs du système. Voilà où on en était arrivé. Il est temps que ça change aussi, M. Retailleau, qu'on arrête. Écoutez, vous avez qu'à regarder tous les discours qui sont faits aujourd'hui sur l'assistanat. On voit bien qu'on va chercher cette corde-là. Il faut être extrêmement ferme et contrôler les dépenses sociales. Ça va de soi. Il n'y a pas de raison de dépenser pour des gens qui ne le méritent pas. Mais en même temps, ce discours qui a consisté à un moment de dire que les gens riches étaient des victimes du système, c'est encore ce que vous dites, et que les pauvres sont des profiteurs du système, c'est parfaitement scandaleux. Ça, c'est le premier point. Ce qui est scandaleux, c'est cette caricature que vous faites. Vous le savez bien, vous êtes plus intelligent pour tomber dans ce genre de caricature. Vous êtes d'accord avec moi? Je viens de dire que l'effort doit être réparti, justement. C'est tout l'inverse de ce que vous venez de m'accuser de dire. J'allais y venir. Je pense que vous avez fait un vrai constat. Vous avez dit que c'était peut-être en période de non-crise, un bouclier fiscal, ça pouvait se comprendre, et qu'en période de crise, ça ne se comprend pas. Donc vous voyez que vous-même, vous avez évolué. Et c'est tant mieux. Et je m'en satisfais. On l'a réformé. Je suis satisfait de ça. Alors après, il faut aussi prendre des mesures. Vous dites par exemple qu'on n'a pas pris en compte la situation de la France et de la crise. Mais quand vous avez fait les choix que vous avez faits, par exemple jusqu'à donner un chèque de 30 millions d'euros à Mme Bettencourt, ou quand vous avez fait le quand vous avez fait le choix de réformer l'impôt sur la grande fortune, encore une fois, pour un coût d'à peu près 1,9 milliard tous les ans. En augmentant la fiscalité sur les dividendes, vous le savez très bien, en supprimant le bouclier fiscal, vous ce le savez sont aussi. des dépenses fiscales. C'est-à-dire que vous augmentez la dépense de l'État et vous baissez ses recettes. Eh bien, ce que l'on dit, nous, et ce que dit François Hollande, c'est que dans la situation dans laquelle on est, on ne peut pas se permettre de faire ça. Et donc, il faut revenir sur ces dépenses fiscales pour pouvoir assurer des recettes et en même temps maintenir un niveau de dépenses qui doit être clairement maîtrisé. On a fait des choix de priorité avec l'éducation, la jeunesse, et il est hors de question de laisser croire qu'on va laisser la dépense publique filer, mais on a fait des choix et on essaye de mettre en adéquation recettes fiscales et dépenses publiques avec des priorités pour redonner de l'espoir, parce qu'il faut qu'on sorte de la crise. Vous ne craignez pas une fuite des Français les plus riches à l'étranger pour Écoutez, le bouclier fiscal était fait pour faire revenir des Français les plus riches qui étaient partis. Vous en avez vu revenir à un ? Non. Et pourquoi taxer à 75% si finalement ça ne rapporte pas d'argent? Mais ça rapportera 200, 300 millions. C'est pas là-dessus qu'on va régler le problème. Ce qu'a voulu dire François, c'est pas avec cette mesure qu'on va régler le problème des déficits budgétaires ou de l'endettement. Par contre, c'est une mesure, comme il a dit, civique, patriotique.
Il n'y a aucune raison qu'on ne demande pas un effort à ceux qui, aujourd'hui, ont un revenu supérieur à 1 million d'euros. Il ne s'agit pas d'ailleurs de faire une spoliation, il s'agit simplement d'augmenter la tranche. Je pense que ces 75% cachent l'effort fiscal que devront faire des classes moyennes. Par exemple, on a parlé tout à l'heure avec l'augmentation de la cotisation retraite, avec la nouvelle cotisation pour la dépendance, avec la suppression sur les heures supplémentaires. Ce seront d'abord des ouvriers, c'est d'abord les classes moyennes qui vont trinquer aussi avec ces trois mesures-là. Donc les 75%, on les affiche et derrière, vous connaissez beaucoup de classes moyennes qui gagnent 1 million d'euros par an? Non, c'est pas sérieux. Vous le savez très bien. 450 € sur des heures supplémentaires. Là aussi, vous le savez très bien. C'est quelque chose d'important. On touche au plus haut 250 € avec les cotisations retraite, et on laisse important. de côté, au contraire, le contraire de ce que vous avez fait, on laisse de côté tous ceux qui justement ont des difficultés ou ont des revenus modestes. La TVA pèsera d'abord, je suis désolé de vous le dire, sur les salariés moyens, modestes, et sur les retraités. Je l'ai dit aux retraités. Les prix n'augmenteront pas. C'est eux qui seront les plus pénalisés. Les prix et les petites retraites en particulier. Messieurs, merci. On devait parler de la dette publique. Je rappelle qu'elle est passée de 912 millions à 1717 milliards entre 2002 et 2011. Malheureusement, on arrive à la fin de cette première période. On revient. Il faut réduire la dette. On va revenir. Mais dans un instant, il est 11h56 minutes et 45 secondes. On va devoir terminer cette première partie pour rejoindre Sébastien Thomas qui va vous présenter le journal de la mi-journée. On va reparler, on va se retrouver dans une deuxième partie. On évoquera quand même un petit peu la dette publique et puis on parlera un petit peu de cette campagne d'entre-deux tours. On se retrouve donc dans un instant avec Bruno Retailleau pour l'UMP et Stéphane Le Foll pour le Parti Socialiste. Les temps, 10h47 pour vous, Monsieur Retailleau, 11 minutes 11 pour Stéphane Le Foll. Vous êtes un petit peu en avance. On va rééquilibrer, c'est promis, tout cela dans la deuxième partie. Restez avec nous, on se retrouve donc à 12h06.